Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Schmitt, je suis professeur à Géosciences Paris-Saclay et je suis le responsable scientifique de ce pôle de données et de services surface planétaire. Et donc, je serai accompagné lors de cette présentation de Jean-Christophe Malapert, qui est en fait le responsable technique du pôle et qui va nous faire une démo juste après. Donc, qu'est-ce que ce pôle de données et de services surface planétaire? C'est un regroupement, on va dire, de chercheurs et d'ingénieurs dans les différents laboratoires en France, de l'INSU, du CNRS, donc l'INSU, Institut national des sciences de l'univers, et puis du CNES, donc National d'études spatiales. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu de contexte, pourquoi on a monté ce pôle, qu'est-ce que c'est. Et puis, finalement, donc, on va continuer avec une deuxième partie concernant finalement les aspects un peu techniques, pour vous montrer comment ça marche. Et puis, évidemment, on pourra répondre aux questions à la fin. Alors, vous le savez certainement, les sciences planétaires ont un succès fulgurant ces dernières années. On a énormément de données. Donc, énormément de données parce qu'on a énormément de missions spatiales qui ont exploré à peu près partout dans le système solaire. Donc, l'objectif de ce pôle de données, c'est de mettre à disposition des données de l'exploration spatiale, à la fois des données de télédétection, avec des sondes spatiales en orbite, et des données in situ, des rovers qui sont en surface, par exemple. Et puis, voilà, comme c'est une initiative française, on va se focaliser sur les données des Français, à la fois des données avec des instruments français, donc les instruments scientifiques construits par des Français, mais aussi des analyses scientifiques produites par des Français. Donc là, on utilise des données d'un peu partout dans le monde, mais simplement, en fait, on va produire la valeur ajoutée, les données euh, des publications, par exemple, peuvent être mises dans ce système. Et donc, on a des données qui sont très hétérogènes en termes de type de données. On a des images hyperspectrales, c'est-à-dire des images avec des centaines de couleurs, de manière à ce qu'on puisse, pour chacun des pixels, avoir un spectre complet et donc avoir des informations sur la composition, l'état de surface, etc. Des informations du coup sur la composition, des cartes de composition, des modèles numériques de terrain, de la spectroscopie pour voilà, à haute résolution spectrale par exemple, et puis des données in situ. On va s'intéresser à tous les corps du système solaire qui ont une surface solide et qu'on a observé avec suffisamment de détails pour avoir plusieurs pixels. Donc, évidemment, c'est sur Mars, c'est sur la Lune, sur Mercure, c'est sur Vénus, c'est aussi sur les satellites de glace qui tournent autour de Jupiter ou de Saturne, par exemple. C'est sur Pluton, mais c'est aussi du coup sur les petits corps, donc les astéroïdes, les comètes, la fameuse comète Churyumov-Gerasimenko 67P, qui va aussi être à l'intérieur de ce pôle de données et de services des surfaces planétaires. Et donc, toutes ces données vont nous permettre de répondre à un certain nombre de questions scientifiques, mais du coup, il y a tellement de données qu'il faut naviguer à travers ce déluge de données, et ça, effectivement, c'est pas facile. Et on va essayer de produire comme ça, en fait, de la nouvelle science. Et donc, l'objectif de ce pôle, c'est d'initier, en fait, des recherches multi-instruments, multi-équipes, pluridisciplinaires. Parce qu'évidemment, chacun des instruments ont déjà des scientifiques associés, mais en fait, le fait d'avoir, on va dire, une richesse entre les différents instruments, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus rarement fait, plus difficile, et c'est vraiment l'objectif de ce pôle. Et donc, il y a évidemment un exercice qui paraît tout à fait naturel, c'est la planétologie comparée. Ça veut dire qu'on va tout simplement comparer les évolutions des différents corps dans le système solaire et comprendre les processus qui font diverger les évolutions des différentes planètes. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de valoriser au maximum nos instruments, valoriser au maximum nos projets scientifiques, donc avec plus de citations, plus d'impact. Et évidemment, voilà, l'objectif, c'est aussi de pouvoir dialoguer avec des autres. Donc, ce genre de service qu'on va proposer, ce sera aussi des choses qu'on espère étendre
par d'autres institutions en collaboration. Et puis, évidemment, l'objectif principal, c'est la recherche, mais il y a aussi un côté innovation technologie, puisque du coup, vous savez qu'il y a le New Space en ce moment, il y a énormément en fait, d'appels technologiques vers la Lune. Et du coup, voilà, ce genre de pôle de données va permettre d'améliorer ce côté technologique. Et puis, évidemment, il y a un côté communication grand public qui est aussi très important, qu'on va couvrir en fait avec ce pôle. Alors voilà, si on va un peu plus dans le concret, quel type de questions scientifiques on se pose? Donc voilà, une première grande question scientifique en planétologie, j'en ai noté quatre. Voilà, elles sont évidemment plus nombreuses. J'en ai noté quatre parce qu'elles sont voilà, relativement importantes. Donc la première, c'est l'habitabilité et le climat ancien martien. Vous savez que sur Mars, il y a à peu près 3 milliards d'années, on avait un climat à peu près similaire à celui de la Terre. Et du coup, on se pose la question de euh, est-ce que la vie a pu apparaître sur Mars à ce moment-là? Puisqu'en fait, c'est à peu près à ce moment-là que la vie a apparu sur Terre. Et donc, pourquoi il y a eu de la vie sur Terre à ce moment-là? Si on n'a pas eu sur Mars, évidemment, c'est intéressant, parce que du coup, on peut essayer de comprendre pourquoi il y en a eu sur Terre et pas sur Mars. Si on découvre de la vie sur Mars, ce serait aussi évidemment intéressant, parce que du coup, on aura un deuxième exemple de vie. Donc pour l'instant, c'est une question ouverte. On n'a pas découvert de vie sur Mars, mais on se pose des questions du coup sur l'habitabilité, les conditions climatiques sur Mars il y a, on va dire, 3 milliards d'années. Et donc, on a des données in situ, des rovers, des données de télédétection orbitale, etc. Donc, toute cette hétérogénéité de données. Et donc, on va essayer de les agréger pour pouvoir, évidemment, mieux comprendre Mars à ce moment-là, mais c'est aussi le moyen de préparer des missions futures. Et donc, je pense notamment à Mars Sample Return, qui est en fait l'objectif de ramener des morceaux de Mars sur Terre. Donc, ça, c'est prévu, on va dire, pour une petite dizaine d'années. Et donc, évidemment, pour ça, on peut se préparer au mieux, collecter au mieux les échantillons, faire fonctionner au mieux la mission. Donc, deuxième type de question scientifique, c'est l'habitabilité, et on peut dire associé au cryovolcanisme, sur les satellites de glace. Et donc, il y a un satellite de glace qui nous intéresse particulièrement. Il y a Europe, il y en a un deuxième, c'est Ganymède, c'est mon fond d'écran. Et donc, Europe et Ganymède sont en fait les cibles des missions JUICE et Europa Clipper qui sont partis cette année et qui vont arriver en gros au début des années 2030. Et donc là, c'est pareil, hein, on a un ensemble de données en fait qui existent déjà, donc Galileo, New Horizon, qui sont des missions spatiales un peu plus anciennes, donc Galileo des années 90, New Horizon, on va dire des années 2010. Et on a des données des télescopes spatiaux, le James Webb puis le Hubble Space Telescope. Et donc là, c'est pareil, on a des données qui sont très hétérogènes et on veut essayer de comprendre la dynamique de ces corps. Il y a en fait un océan sous la couche de glace à l'échelle globale. Et donc, voilà, est-ce que cet océan est habitable ou pas? On va se poser ce genre de questions et on va préparer du coup les missions JUICE et Europa Clipper. Troisième question scientifique, c'est la Lune. La Lune, vous savez qu'il y a un regain d'intérêt pour la Lune avec justement l'exploration humaine qu'on espère avoir aussi dans les 10 prochaines années avec du coup la mission Artemis, enfin les missions Artemis, on va dire. Et donc là, c'est pareil, on a des données au sol, on a des données spatiales. Et donc, voilà, on se pose la question de comment améliorer en fait ces missions, mais aussi répondre aux questions de finalement comment évolue le régolithe lunaire, est-ce qu'il y a de la glace, est-ce qu'il y a de l'eau en fait qui serait disponible. Donc voilà, ce genre de questions. Et puis finalement, un quatrième type de question qui est justement la planétologie comparée. Et donc, si on compare la surface de Mars, de Vénus, de la Terre, on voit que en fait, aujourd'hui, elles sont très très différentes. Et donc, on va essayer de comparer comparer ces différents corps, les différents processus, et pourquoi en fait on a ces évolutions relativement divergentes. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant pour comprendre mieux la Terre, comment une planète fonctionne. Mais c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'on peut mettre ça en perspective avec les exoplanètes. On a aujourd'hui de plus en plus de détection d'exoplanètes. Et donc, finalement, notre système solaire est un exemple de système planétaire. Et donc, les exoplanètes qui tournent autour des autres étoiles
dans l'univers, dans notre galaxie, eh ben, on a envie de comprendre en fait quelle est la place, quelle est la particularité de notre système solaire. Et donc voilà, dans ce point de vue-là, c'est évidemment intéressant de pouvoir faire cette comparaison entre les différents corps. Donc voilà, j'ai proposé quatre grandes questions scientifiques, il y en a évidemment plein d'autres. Et donc dans ce cadre-là, bah, ce qu'on aimerait faire, c'est faire une fusion de ces données hétérogènes. On a des données d'imagerie à différents temps, avec différentes géométries d'observation. On a des données hétérogènes parce qu'on n'a pas seulement d'imagerie, on a aussi des données de composition, des données de microtexture de la surface, etc. Comment fusionner tout ça et finalement mieux comprendre les surfaces planétaires. Et donc, ça, c'est évidemment un premier point, c'est la fusion des données, rechercher ces données et les fusionner. On a aussi envie d'améliorer la reprojection, c'est-à-dire que du coup, bah, on a une certaine idée en fait de l'acquisition, des géométries d'acquisition, mais en fait, c'est pas tout à fait exact, et donc du coup, il y a des erreurs, donc on peut améliorer ça. On veut aussi avoir des jeux de données qui soient suffisamment intégrés de manière à ce qu'on puisse entraîner des outils d'intelligence artificielle. Donc, vous savez que voilà, le deep learning est extrêmement à la mode, mais il n'y a pas seulement le deep learning, hein, il y a d'autres outils qui sont automatiques. Ben, si on veut faire apprendre à la machine à réaliser des tâches qui sont complexes pour nous, ben, en fait, on va avoir des jeux de données qui sont très bien calibrés, qui sont très bien alignés entre les différents jeux de données. Donc, je pense par exemple à la détection de cratères automatique, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait au laboratoire. On veut aussi évidemment associer d'autres types de jeux de données qui concernent l'atmosphère, mais aussi l'exosphère. L'exosphère, c'est-à-dire en fait la très haute atmosphère, l'ionosphère. Et puis voilà, on veut découvrir des nouveaux jeux de données. Et une chose qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est bah, finalement avoir toutes les publications qui sont sorties sur une zone particulière. Donc il y a une zone de Mars qui vous intéresse, bah, en fait, on voudrait avoir toutes les choses qui ont déjà été faites sur cette zone pour pouvoir finalement améliorer nos interprétations. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a trois services nationaux d'observation, des SNO, services nationaux d'observation, parce qu'ils sont gérés entièrement par l'INSU, donc l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. Et donc, le premier que je vais présenter ici, c'est VESPA, Virtual European Solar and Planetary Access. Donc, VESPA, c'est un service qui est basé sur le protocole EPNTAP, qui est issu en fait du monde de l'observatoire virtuel. Donc l'observatoire virtuel, c'est finalement un ensemble d'outils et de bases de données qui sont interopérables, qui ont été développés pour l'astronomie. Et donc, voilà, l'interface se présente comme ça. Il y a des centaines maintenant en fait de services qui sont proposés. Et donc, on peut, donc dans les différents laboratoires hein, en France et puis en Europe, et on peut bah, faire des requêtes. Donc, par exemple, je me suis amusé à faire une requête de chercher toutes les données qui ont été acquises sur Mars à la date du 25 octobre 2007. 25 octobre 2007, date extrêmement importante puisque c'était la date de ma soutenance de thèse. Je suis rentré dans le monde des adultes scientifiques à cette date-là. Donc évidemment, c'est totalement arbitraire. Et donc, ben, voilà, on peut découvrir comme ça qu'il y a eu effectivement quatre observations de l'instrument HRSC. Et donc, on peut ben, évidemment avoir un quick look, regarder à quoi ça ressemblait. On peut les télécharger. Et on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant avec Vespa, c'est que on peut directement les brancher avec d'autres outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc, des choses quantitatives, c'est pas juste en fait des images. Et donc, voilà un petit exemple à droite ici. Donc, ça, c'est une image de Vénus. Et donc, on a une image et puis on a aussi le spectre de Vénus, donc l'énergie qui revient en fonction de la longueur d'onde. Donc, on peut comme ça analyser des choses en détail. Donc, je ne vais pas vous présenter Vespa avec voilà, tous les aspects de ce service. Mais du coup, voilà, en résumé, c'est un service qui permet de requêter, rechercher les données avec des requêtes très très simples, date, corps, géométrie. Et dans toutes les bases de données qui existent, va nous ressortir en fait ben, tout ce qui existe sur la requête. Et derrière, en fait, tous les outils associés en fait euh, à l'observatoire virtuel qui sont développés pour l'astronomie et donc très très génériques et qui fonctionnent bien pour la planétologie.
Donc on a un deuxième SNO qui s'appelle PSUP, Planetary Surface Portal. Donc c'est un service qui est conjoint entre l'Observatoire de Lyon et l'Observatoire de Paris-Saclay. Côté Lyon, le service s'appelle Mars SI. Et donc l'objectif de ce service, c'est de faire du calcul à la demande. Donc là, on est sur des images en général de télédétection et on veut faire des traitements qui prennent pas mal de temps de calcul et on ne peut pas imaginer les faire tous chacun chez soi parce qu'en fait finalement ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait pas très intéressant. Et donc l'objectif de ce service qui est vraiment très intéressant et important pour la communauté, c'est de faire des calculs notamment de modèles numériques de terrain. Donc vous avez deux images qui ont été prises de la même zone mais avec des angles différents. Et de fait qu'il y ait des angles différents, on arrive à reconstruire la 3D. C'est exactement la même chose que font nos yeux sans faire de calcul, mais nous on le fait avec du calcul et ça permet comme ça de reconstruire les pentes et reconstruire le modèle numérique de terrain, la topographie numérique. Et donc ça, c'est des calculs qui peuvent être très très longs parce qu'on a des milliards de pixels. Notamment aujourd'hui, on a des images de Mars à 25 cm de résolution. Donc ça veut dire que, en fait, on a voilà, énormément de choses à calculer pour ça. Et donc, voilà, tout le principe et l'intelligence de ce service, c'est de dire si le calcul a déjà été fait, eh ben, on vous donne le modèle numérique de terrain. Si le calcul n'a pas encore été fait, eh ben, on va le calculer pour vous. Et donc, vous faites la demande. Et quelques heures plus tard, le modèle numérique de terrain a été calculé pour vous. Vous pouvez le télécharger. Et puis, après, il est disponible pour tout le monde. Donc, si quelqu'un d'autre le veut, vous pouvez le récupérer. Donc, ça, c'est vraiment très, très puissant. Et puis, il y a deux autres aspects donc, de PSUP qui sont plutôt à Orsay, dans le cadre du coup de l'OSUPS. Un premier aspect qui s'intéresse aux datasets, donc géographiques, et puis un deuxième aspect sur la visualisation de ces jeux de données, notamment avec une visualisation 3D. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais vous allez voir, on va améliorer ce service-là dans le cadre du pôle de données. Et le troisième SNO, c'est SHADE, donc Solid Spectroscopy Hosting Architecture of Database and Expertise. Donc, ce service-là, c'est un service qui a été présenté juste à l'instant. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont suivi la présentation juste avant par Zélia. En fait, cette base de données est très spécifique en fait aux données de laboratoire qui viennent en appui pour comprendre en fait la spectroscopie observée dans les vraies données. Et donc, Shade est une base de données spécialement créée avec un modèle de données très intelligent qui permet de décrire et définir les échantillons de laboratoire. Les échantillons de laboratoire, ça peut être des matériaux très très complexes. On pense aux cosmomatériaux, des météorites, on pense à des choses qu'on a mélangées à différentes échelles. Et donc le modèle de données ici, il est très puissant parce qu'il permet en fait de décrire toute la complexité d'un échantillon naturel. Il permet aussi évidemment de décrire les préparations, les actions qu'on a faites dessus, et puis aussi évidemment l'acquisition de spectres derrière. Et donc, donc c'est extrêmement utile parce que ça permet comme ça de comparer, faire des recherches en fait sur tous ces aspects en fait de la spectroscopie de laboratoire. Alors, dans ce cadre-là, que devient finalement notre pôle de données surface planétaire? Est-ce que c'est une structure de plus? On a déjà ces trois SNO. Et donc, en fait, non, ce n'est pas une structure de plus. Ce qu'on va faire, c'est coordonner en fait les différents efforts qui sont faits par ces SNO et en gros mettre un peu de l'huile dans les rouages et s'arranger en fait pour qu'on ait un développement commun et plus efficace en fait tous ensemble. Donc, il y a ces trois services et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est améliorer les liens entre ces différents services et puis évidemment l'utilisateur final, c'est-à-dire le scientifique, puisque du coup, c'est quand même un objectif scientifique principalement. Donc, c'est un effort national qui a été, on va dire, à l'initiative du CNES et puis de l'INSU, qu'on est en train de formaliser aujourd'hui. Donc, officiellement, on va dire, ils se mettront en place à partir de l'année prochaine. Donc, au-delà de ça, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'évidemment, en fait, ça nous permet de discuter, en fait, et de faire de la formation, de la communication sur tous les aspects techniques à l'intérieur de la communauté française.
Et donc, je ne vais pas présenter toutes les actions de ce pôle de données ici, mais simplement, en fait, quelques actions phares, et notamment celles qui sont associées à Stack. Et je vais vous présenter un peu plus en détail de quoi il s'agit juste après. Donc, cette action phare, en fait, concerne majoritairement, on va dire, les données géospatiales, donc plutôt PSUP, et des liens du coup avec Vespa et puis l'utilisateur final. Donc on va commencer par cette action-là. Évidemment, on aura d'autres actions pour la suite, mais bon, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, avant de présenter vraiment en détail l'objectif et les réalisations qu'on a fait concernant le pôle, j'ai besoin de vous présenter en fait les institutions internationales qui décrivent finalement les standards, les manières de s'échanger des données entre les différents services. Donc, il y a un premier institut qui s'appelle International Virtual Observatory Alliance, donc l'IVOA. L'IVOA, c'est une institution internationale qui débat et se met d'accord pour définir des standards dans le monde de l'observatoire virtuel, donc dans le monde de l'astronomie. Et donc vous voyez ici tous les logos, enfin je ne sais pas si on les a tous, mais en tout cas, il y a énormément d'institutions qui sont en fait tout simplement de toutes les nationalités. Et évidemment, on est ouvert à d'autres voilà, cette liste peut s'allonger au fur et à mesure du temps. Et donc, l'objectif ici, c'est de créer donc des outils interopérables qui permettent d'échanger des données. Donc, il y a 50 standards aujourd'hui qui ont été définis, qui correspondent à des jeux de données différents, en spectroscopie, en imagerie, pour le fond du ciel, etc. Et donc, on s'intéresse vraiment à tous les domaines de l'astronomie dans le cadre de l'IVOA. En planétologie, on a l'IPDA, International Planetary Data Alliance, qui est un peu une émanation en fait de l'IVOA, mais qui concerne vraiment la planétologie. Donc, encore une fois, c'est une institution internationale qui regroupe en fait les grands acteurs de la planétologie. Et donc, encore une fois, on définit et on discute de ces formats, toujours dans le monde de l'observatoire virtuel. Du coup, bah, c'est grâce à ça que, par exemple, du coup, Vespa fonctionne. C'est vraiment l'objectif de ce type d'alliance. Donc, c'est, on va dire, un groupe de scientifiques et d'ingénieurs très bien définis. On a un autre monde totalement disjoint et différent, en fait, qu'on va appeler Open Geospatial Consortium. Donc, qu'est-ce que c'est l'Open Geospatial Consortium? Ben, c'est tous les acteurs qui s'intéressent finalement aux données géographiques terrestres. Ben, vous avez encore une fois des institutions publiques, voilà, la NASA, l'ESA, etc. Mais vous avez aussi en fait tous les acteurs privés. Donc Google, vous avez ArcGIS, Google Earth, IDL, Envy, etc., qui sont en fait des logiciels qui permettent de représenter des cartes sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable. Donc vous ne le savez pas, mais quand vous utilisez Google Maps, ben, en fait, vous utilisez des standards qui permettent de ramener les données sur votre ordinateur. Quand vous achetez quelque chose sur le Bon Coin, vous avez une petite carte qui apparaît. Ben, cette petite carte, elle est définie directement avec ces standards qui sont là. Et donc, ben, tout ça, ça fonctionne parce que justement, il y a une institution internationale, Open Geospatial Consortium, qui permet de définir des standards. Donc, le GeoJSON, le WMS, le PFS, etc. Et donc, bah, évidemment, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour les planétologues, puisque du coup, on a des données qui sont géographiques, on a envie de réutiliser une partie de ces outils. D'ailleurs, les géologues planétaires, de manière générale, utilisent ces outils-là depuis très longtemps. Il y a un problème avec ces outils, c'est que en fait, les données, enfin, on va dire les définitions de standards planétaires n'existent pas. Pour être tout à fait concret, Mars n'existe pas dans ces standards de l'OGC. On ne peut pas définir du coup une surface planétaire. Évidemment, c'est forcément limitant. Donc, une des actions du pôle qui a été menée par Jean-Christophe Malabert, ça a été de pousser pour que l'Open Geospatial Consortium, OGC,
accepte des standards qui viennent en fait de la planétologie. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser tous ces outils, mais pas uniquement pour la Terre, pour n'importe quelle planète. Et donc, on ne va pas définir nos propres standards pour définir ce qu'est Mars. Il y a une institution qui fait ça, c'est l'Union astronomique internationale, qui définit en fait, en gros, les noms et les standards de corps en fait dans le système solaire. Et donc, euh, on a proposé que les standards de l'Union astronomique internationale deviennent les standards de l'OGC. Et donc, évidemment, ça a été accepté puisque voilà, c'est une institution très bien reconnue. Et donc maintenant, en fait, il y a une seule façon et l'unique façon de définir Mars, par exemple, de manière sphérique, c'est ce petit mot-clé qu'on a ici, hein, IAU 2015 49 900. Et ben ça, en fait, c'est l'unique façon de définir Mars. Donc maintenant, tous les logiciels et tous les fournisseurs de données, quand ils fournissent des données dans ce type de projection, sont obligés de l'utiliser, puisque du coup, tous les logiciels seront compatibles avec ça. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure parce que du coup, finalement, on commence à s'ouvrir vers ce monde de l'OGC de manière plus formalisée. Et donc la deuxième action, donc c'est le Stack Planet, on va l'appeler comme ça. C'est finalement l'objectif un peu plus loin. Finalement, c'est pas juste de définir des standards, on veut aussi fournir des données. Et donc quel type de données on veut fournir? C'est les fameuses données produites par les laboratoires français. Donc les données des instruments, mais aussi les données à haute valeur ajoutée. Donc, on peut avoir différents serveurs qui sont dans les différentes observatoires. Il y en a aussi évidemment à Paris-Saclay, à l'observatoire Paris-Saclay, aux UPS. Et donc, ces données sont stockées chez les fournisseurs de données, mais les métadonnées sont unifiées dans un serveur qui s'appelle StackPlanet. Donc, dans ce serveur StackPlanet, on va avoir l'ensemble des métadonnées. Et on va du coup avoir les coordonnées géographiques des zones d'intérêt, les géométries d'acquisition, et puis on va aussi avoir le lien qui va pointer vers les vraies données. Et donc, de ce serveur StackPlanet, on peut finalement faire des requêtes. Alors, des requêtes qu'on peut faire directement en Python, donc avec en ligne de commande, qu'on peut aussi faire avec les logiciels, euh, donc QGIS, ArcGIS, Google Earth, etc., tous les logiciels OGC. Et puis, on peut aussi avoir une page web, donc ce sera directement via la page web qu'on fait la requête. Et puis aussi, évidemment, l'objectif, c'est de faire le lien, comme on l'a dit, avec d'autres SNO et donc avec le monde de l'observatoire virtuel et Vespa. Et donc, finalement, on va se mettre au nouveau standard de l'OGC, qui s'appelle donc OGC API, et donc fournir les données de manière voilà, très transparente, avec du coup tout ce monde de l'OGC, on va dire, de géographique terrestre. Et une fois qu'on a fait les requêtes, on peut récupérer des données directement et voilà, travailler avec dans les différents logiciels. Donc on va continuer évidemment à avoir les quatre services, donc Shade, Vespa et Marcessi avec le calcul à la demande. Et le côté géographique de PSUP va finalement être amélioré, on va dire, va être mis à jour avec ce service StackPlanet. Donc pour l'instant, on a un prototype. Il devrait normalement arriver en phase vraiment exploitation l'année prochaine. Donc voilà, les liens sont déjà là, mais le service n'est pas encore tout à fait opérationnel à ce jour pour StackPlanet. Donc surtout voilà, si vous voulez faire un grand nombre de requêtes, c'est pas tout à fait du coup prêt pour ça, mais dans quelques mois, ce sera le cas. Et donc, évidemment, on fera une communication à ce propos. Donc, en résumé, l'émission du pôle de données et de services surface planétaire, c'est donc une plateforme conjointe du CNES et du CNRS, INSU. L'objectif, c'est de coordonner les différents SNO, donc services nationaux d'observation, éventuellement promouvoir des nouveaux services et puis donc de développer des liens, des ponts entre ces différents services et puis les utilisateurs. Et donc évidemment, Stack Planet, c'est un autre projet phare, on va dire. Donc, grâce à ce projet phare, on s'ouvre en fait à une nouvelle
communauté, la communauté terrestre, l'OGC. Il y avait déjà la communauté observateur virtuel, donc maintenant on va avoir les deux communautés, et ce qui sera extrêmement utile pour la planétologie de manière générale. Et donc, bah, évidemment, en conclusion, tout est développé de manière entièrement ouverte, hein. Donc, c'est-à-dire que tous les logiciels qu'on utilise en fait sont disponibles et ouverts. Donc, ça veut dire qu'on espère bien que d'autres vont le réutiliser. Et on utilise en fait des standards qui sont communs. Donc, voilà, ce sera probablement le cas, hein. Et en fait, on a déjà évidemment des liens avec certaines autres institutions internationales. C'est le cas, par exemple, de l'USGS, donc le le bureau géologique américain qui fournit des données exactement de la même manière. Et donc, ben, voilà, il va certainement y avoir d'autres services de ce type-là qui vont se monter en Europe. Et donc, ben, on sera très heureux de pouvoir ben, partager et puis peut-être du coup faire des développements communs sur l'avenir. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, on va passer la main à Jean-Christophe qui va vous montrer des choses plus concrètes, en fait, savoir exactement comment marche le service. Et donc, il va vous faire une petite démo. Donc, normalement, j'ai arrêté le partage. Normalement, tu vas pouvoir partager ton écran, Jean-Christophe. Oui, alors j'essaye. Euh, ok, c'est bon. Vous voyez mon Super, écran? donc on prendra les questions après, ce sera mieux pour la vidéo. Donc à tout à l'heure, je coupe mon micro. Je te laisse la parole. Merci. Ok, très bien. Alors du coup, je vais vous présenter c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois déjà, et donc ça va vous présenter en gros l'état actuel du prototype et un peu les fonctionnalités. Donc en gros, ça c'est donc on a l'architecture générale qui ressemble un petit peu à ça. Donc pour décrire très rapidement, ici on a en gros les fournisseurs de données. On a deux types de fournisseurs, ceux qui font partie de la communauté et des fournisseurs externes type PDS, éventuellement ESA ou d'autres, ou l'USGS ici. Et sur ces fournisseurs de données, en fait, pour ceux qui sont dans la communauté, on leur demande d'implémenter le protocole Stack, justement. Et pour les autres, des ingesteurs qui seront faits pour leurs API. Après, on a une partie plateforme qui va contenir en fait du coup le crawler qui va aller récupérer les informations des différents fournisseurs de données et l'insérer dans une seule base de données dans le pôle afin de permettre des requêtes un peu plus complexes. On a une partie source interne, puisqu'on a besoin aussi de cartographie interne pour rendre les choses un peu plus sexy au niveau de l'interface graphique qui est ici. On a des moyens d'authentification. Le but après, c'est de mettre une sorte de data lab qui va permettre aussi d'aller faire des requêtes style Jupyter Notebook pour aller requêter les données de manière un peu plus complète et de faire des tracés, ce genre de choses. Voilà, ce n'est pas forcément le but des API que l'on va fournir à ce niveau-là. Et on a une partie traitement de données, c'est-à-dire on a besoin aussi de pouvoir faire quelques petits traitements de données. Donc les traitements seront réalisés éventuellement local s'ils sont tout petits. S'ils sont plus volumineux, ils vont pouvoir être utilisés dans les laboratoires scientifiques. Et donc pour ça, on a une API aussi à l'OGC. L'OGC ne gère pas aussi que de la carte, mais aussi des process, des traitements. Donc ça permet d'avoir une interface abstraite et que les clients de ces traitements utilisent toujours la même interface malgré des infrastructures qui sont différentes. Et on a aussi toute une partie qui est l'export de nos données ou une sorte de proxy qui permettent aux outils VO d'aller interroger nos données dans les protocoles VO. En fait. Voilà, donc j'ai parlé pour l'instant des traitements. Donc en gros, comme je disais, on a des traitements, on a des données qui viennent du PDS, on a besoin de récupérer pour certains traitements. Donc au niveau fournisseur de données, donc là c'est un exemple de Nantes qui a mis ces données sous forme stack. Donc là, on voit l'interface graphique qui est basée sur Stack. C'est un outil, c'est open source qui existe, qui s'appelle Stack Browser
et qui se branche en gros sur Stack. Stack, c'est un format JSON. Donc il y a 3 concepts, il y a la collection, les données, les observations et des catalogues qui permettent d'avoir des vues spécialisées entre les collections et les observations. Donc en gros, Stack permet aussi de définir un vocabulaire et les extensions de ces vocabulaires. Donc là, vous voyez par exemple, en gros, à quoi ressemble du Stack. Juste un fichier de description dans lequel on va pouvoir mettre, donc là c'est un catalogue, dans lequel on va pouvoir aussi mettre des extensions de modèles de données pour définir sémantiquement des informations qui ne seraient pas dans le corps de Stack, en fait. Donc, une fois qu'on a ça, donc là, c'est défini, c'est sous GitHub. Donc, pour les petits modes de données, on peut aussi très bien les distribuer sous GitHub. Du coup, on a le rendu via Stack Browser directement sous GitHub. Et donc, ça permet déjà de naviguer. Donc, l'intérêt de ça, c'est que le laboratoire scientifique vont pouvoir du coup mettre leurs données sur Stack et indépendamment de la plateforme déjà les publier. Donc en gros, il y a plusieurs moyens d'accéder à la donnée, soit directement via le fournisseur de données, soit via la plateforme. Donc là, on a l'exemple de Paris-Saclay, où en fait, sur les données ExoMars, et où les données ont été aussi mises sous Stack. Ensuite, donc ça c'est GeoPS, donc toujours un peu la même chose. Donc on peut pouvoir, et ensuite du coup, ce qui est possible, c'est d'aller référencer ces services Stack dans un outil qui s'appelle Stack Index, qui est une sorte de gros annuaire de tout ce qui existe en Stack, aussi bien pour l'utilisation de la Terre que pour d'autres thématiques. Et donc, ça permet d'avoir une visibilité déjà au niveau des laboratoires des données publiées. Donc là, actuellement, ce sont des stacks qui sont statiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de recherche, c'est juste de la navigation par des liens hypertextes. Et donc, ce que va fournir l'interface du pôle, et ben, du coup, c'est de pouvoir aller lire des fichiers Stack. Donc là, on a fait un drag and drop d'une URL et on peut déjà visualiser statiquement du coup, les données de Nantes. Mais par l'ingestion, on va insérer toutes ces données statiques dans un catalogue, ce qui va permettre d'avoir une capacité de recherche dynamique qu'on n'avait pas avec le Stack Index. Donc Stack, en fait, c'est un modèle de données, un moyen de naviguer dans des collections, des catalogues et des observations de manière statique. Et on a ce qu'on appelle aussi le Stack dynamique, qui est la partie de pouvoir faire des capacités de recherche, des requêtes sur ces données Stack. Donc, comme on a plein de services de laboratoire et aussi des services internes, on a besoin de vérifier que nos données, en fait, nos services sont bien up et qui fonctionnent tout le temps. Donc, on a un annuaire. Donc, en gros, on enregistre le laboratoire dans notre annuaire et on va effectuer des requêtes qui permettent de vérifier que le système, tous les services sont fonctionnels. Donc là, on est dans la partie vraiment le noyau dur, là, où là, on va du coup ingérer toutes ces données, mettre ça dans une base de données et on va pouvoir avoir des capacités supplémentaires de recherche et de navigation. Donc là, on va pouvoir rechercher, par exemple, donc là, on peut naviguer sur la carte. On va pouvoir passer en coordonnées stéréographiques nord ou stéréographiques sud. Voilà. On a en gros une base par carte, par planète, et ensuite donc voilà, on a différentes planètes, Mercure, avec toujours derrière des standards cartographiques qui permettent d'afficher les images. Et du coup, les capacités de recherche qu'on va pouvoir faire, c'est des recherches par coordonnées. Donc, on peut se mettre à un endroit sur Mars, faire une recherche et trouver tous
tous les footprints des observations qui intersectent ce point. Voilà, donc là, on a le résultat. On a aussi d'autres moyens. On va pouvoir faire des recherches par champ de vue. Donc là, l'écran, c'est le champ de vue que l'on recherche. Et on va faire des intersections entre les observations, les champs de vue des observations et le champ de vue de l'écran. Et donc là, on observe, du coup, on va obtenir les différentes données. On peut aussi le faire dans le cadre par exemple, un rover. On peut définir, par exemple, son chemin et aller chercher toutes les données qui intersecteraient avec ce chemin. Voilà. On a la possibilité de dessiner une surface. Là, j'ai pris cette surface un petit peu complexe. Et on va faire des requêtes géographiques d'intersection entre cette surface et l'ensemble de notre base de données. Bon, voilà. On peut aussi le faire via un cercle. Donc, toujours la même philosophie, on va pouvoir dessiner une emprise et aller faire des recherches. On peut aussi chercher une trajectoire. Donc là, on a une trajectoire en JSON et on peut faire un drag and drop, la visualiser et rechercher sur ce pattern. Donc, par exemple, si vous avez des patterns spécifiques, vous pouvez faire un drag and drop de votre pattern et rechercher toutes ces données qui intersectent avec ce pattern. Okay. On peut aussi chercher par toponyme. Donc, on a ingéré une base de toponymes dans notre plateforme. Et donc, on peut rechercher par toponyme sur Mars. À partir de toponyme, en fait, on récupère l'emprise géographique. Et à partir de l'emprise géographique, on fait les requêtes. C'était une méthode donnée. OK. Et on peut faire aussi la recherche inverse par toponyme, c'est-à-dire qu'on se met sur un endroit, on va voir les différents toponymes qui existent et on peut sélectionner. Donc, on voit la région qui est sélectionnée. Et après, on peut rechercher sur cette région. Voilà. Alors, du coup, là, on peut faire des recherches du coup aussi par collection, puisque du coup, le modèle de données de Stack, c'est des collections, des catalogues et des observations. Donc, on va pouvoir générer aussi une carte de densité d'observation pour montrer où est le pitch d'observation et pour pouvoir aller zoomer et charger peut-être sur des endroits un peu plus qui nous intéressent. Ok, donc on peut faire donc là, on a la signalisation entre les différentes collections. On peut faire un drag and drop d'un fichier GeoJSON et le visualiser, les différents plans. Donc là, du coup, c'est en dehors des données que l'on possède. Vous pouvez aussi uploader vos données, vos métadonnées en tout cas. Donc là, c'est un exemple de recherche d'une couche qui a été enregistrée sur une recherche particulière et on peut du coup la visualiser, mettre une carte de fond, l'afficher, la superposer ou non. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et ce que permet aussi de faire le client, c'est que comme il sait lire du stack, on va pouvoir utiliser le stack index dont je vous ai parlé et aller charger d'autres informations. Donc là c'est la Terre, en l'occurrence, mais c'est le même client qui permet d'aller charger en fait l'ensemble des données et il est compatible. Alors, comment, pour l'explication, comment il change de carte automatiquement de fond? C'est parce que dans le modèle de données de Stack, on a rajouté un mot-clé qui nous indique le nom de la planète. Et donc, quand on détecte ce mot-clé, on a une base de données
cartographique de chaque planète, et on va aller pointer sur la bonne planète pour afficher le bon fond correspondant au mot-clé. Donc, on a mis en place des moyens de traitement. Donc là, c'est un traitement très simple. Hein. C'était juste pour faire des tests sur l'interface. Donc, en gros, on remplit un formulaire. On va soumettre après ce formulaire. Donc là, c'est un traitement qui fait juste Hello World. Donc, du coup, il soumet un process à une API standardisée et ensuite, le traitement est effectué. Il va renvoyer des résultats. Et le but après, c'est de visualiser ces résultats directement plus tard sur la carte. Par exemple, ça pourrait être une extraction de feature sur une image pour après visualiser les géopolygones directement sur la carte. Alors, du coup, ce endpoint que vous avez ici, là, si on le met directement dans Stack Browser, qui est aussi un autre outil qui dit du stack, donc on peut directement visualiser ces données, non pas via la carte comme on avait, mais via cet outil. Donc, en gros, voilà, tout est interopérable. Et donc, ça permet d'utiliser plusieurs outils sur plusieurs services web. Et donc, voilà. Donc, pareil pour QGIS. QGIS est capable d'aller lire du stack. Donc là, c'est un outil qu'on avait aussi développé, puisque, en fait, les standards OGC utilisent des standards cartographiques qui s'appellent WMS ou MTS. Et les standards VO utilisent du X pour la visualisation, donc ce sont des tuilages différents. Et donc là, on voulait permettre de faire une conversion entre les deux, donc on a fait un proxy qui permet que en fait, des services, des clients qui connaissent le standard IPS puissent requêter via ce proxy des standards WMS. Et donc le proxy va prendre en entrée les requêtes IPS, va les convertir en requêtes WMS, récupérer les réponses, agréger, rééchantillonner, renvoyer les résultats. Et donc du coup, ça permet du coup d'aller, grâce à ce proxy, d'accéder aux données cartographiques des standards OGC via des clients VO sans que ces clients VO implémentent les standards OGC. Et de la même manière, on sait faire la même chose maintenant de l'OGC vers le VO. C'est-à-dire qu'à partir des données en IPS, même en astronomie, on est capable d'aller les visualiser dans QGIS. Et donc là, le dernier service, là, c'est les services qu'on parlait Frédéric. Alors, je suis passé un petit peu vite. En gros, je vais revenir. C'est un annuaire de référentiel planétaire commun, en fait. Et donc, ça permet de définir le vocabulaire d'un référentiel. Et ce référentiel, en fait, ces identifiants de référentiel sont ensuite utilisés dans les différents services. Donc QGIS les utilise, et GDAL aussi, et d'autres. Et donc, voilà. Et donc, ces référentiels sont référencés à l'OGC, ce qui permet de les intégrer directement dans les specs de l'OGC, parce que l'OGC, ce sont avant tout des spécifications de l'interface. Et donc, du coup, quand les industriels implémentent ces standards, enfin, implémentent un standard OGC, ils doivent aussi implémenter en fait, les référentiels qu'on a définis pour être conforme au standard. Voilà, j'ai fait le tour. Des questions? Merci. Est-ce que vous avez des questions?